Alors on parle beaucoup ces derniers temps, justement, depuis qu'on a annoncé la venue du pape dans l'île, de laïcité corse, notamment du fait de la place de la religiosité populaire. On en a parlé beaucoup aujourd'hui. Aussi du fait des relations entre l'Église et les autres sphères de l'espace public, et notamment l'espace politique, donc les représentants du clergé et les représentants politiques. Alors je vais tâcher d'apporter quelques compléments sur cette laïcité, sur cette religiosité populaire spécifique, à partir de l'espace politique. Alors plus précisément, on va étudier quel est le sacré dans l'espace politique corse. Quelles sont les figures du sacré qui apparaissent dans l'espace politique? De quelle manière ces figures apparaissent? En quoi aussi elles sont liées à la dimension identitaire de l'île? Et enfin, comment la présence du sacré participe ou non d'une laïcité singulière dans l'île? Alors la base de ma communication, c'est mon travail de thèse consacré à l'étude de l'Assemblée de Corse, de son imaginaire, des pratiques et des discours qui ont lieu en son sein, des actes juridiques également qui y sont adoptés. Le corpus examiné provient essentiellement de la mandature 2010-2015, donc c'est juste antérieur à l'arrivée des nationalistes au pouvoir, mais ça se prolonge jusqu'à la période actuelle, vous le verrez, et on va faire aussi des incursions en dehors du champ politique, parce que ce n'est pas un champ qui est fermé, mais qui est en étroite interrelation avec l'ensemble de la société corse. Donc on va aborder l'espace politique, mais un espace aussi plus large, l'espace civil. Alors, concernant la notion de sacré, qui est dans le titre de mon intervention, on en a déjà parlé, mais je vous propose une définition quand même classique du Petit Robert, donc je cite, qui appartient à un domaine séparé, interdit et inviolable, au contraire de ce qui est profane, et qui fait l'objet d'un sentiment de révérence religieuse. Donc on est vraiment dans le domaine du religieux. Mais il faut quand même préciser qu'il y a d'autres domaines qui peuvent être sacralisés en dehors de la religion. Et c'est le cas en particulier du champ politique et des figures politiques. C'est vrai partout dans le monde. Alors mon intention n'est pas de mettre au même niveau la religion et cette autre forme de sacralisation, mais force est de constater que le politique s'empare souvent de cette sacralité religieuse. Alors en ce qui concerne la Corse, cette sacralisation du champ politique, elle est largement perceptible, mais, et c'est sans doute une des spécificités de l'île, et c'est celle qui nous intéresse ici, cette sacralisation identitaire, elle s'accompagne encore aujourd'hui et de façon très significative de la présence de figures appartenant en propre à la religion catholique. Alors on rentre dans le vif du sujet. Quelles sont les figures du sacré que l'on voit apparaître dans le champ politique corse? Alors on va faire d'abord un focus sur les figures identitaires et on va voir comment elles sont tissées de religieux. Alors la première figure qui se dégage de façon évidente de mon corpus, ça surprendra pas grand monde ici, c'est celle de la Corse elle-même qui apparaît comme vraiment un monde en soi touchant au sacré. Alors cette position centrale de la Corse dans l'imaginaire de son peuple, ce n'est pas spécifique à la Corse, mais c'est un peu le cas dans l'île en général, donc dans toutes les îles. Ces habitants voient l'île comme un centre. Peut-être que c'est d'ailleurs le cas pour les autres îles représentées ici, ça serait intéressant d'en parler. En l'occurrence, l'île qu'est la Corse apparaît bien comme un monde en soi et une figure symbolique supérieure aux différents éléments qui la composent. On est, je le précise, là dans une représentation commune à l'ensemble des élus et qui apparaît de façon extrêmement saillante dans l'ensemble du corpus. Alors la Corse, elle émerge comme telle, mais elle émerge aussi à travers différents éléments qui vont concourir à sa sacralisation. Le premier élément constitutif, le peuple corse. Alors, cette expression, elle apparaît de façon assez récurrente dans les débats. Alors, je rappelle que l'existence du peuple corse, c'est un des marqueurs du mouvement national moderne, mais petit à petit, même si ça a pu être source de clivage durant certaines périodes, c'est un terme qui a été adopté par l'ensemble de la classe politique insulaire. Et au fil des années, nombreux hommes politiques dits traditionnels ont parlé du peuple corse. Alors, ça ne signifie pas une adhésion à l'idée
qui est celle des nationalistes, liant peuple et nation, hein, mais pour eux, c'est pas du tout contradictoire avec l'appartenance au peuple français, mais c'est une figure identitaire. Et lors de la mandature que j'ai particulièrement étudiée, 2010-2015, c'est apparu à de nombreuses reprises sur l'ensemble des bancs de l'Assemblée de Corse. Je signale, puisque j'ai aussi étudié un petit peu le champ politique et aussi ce qui se passait dans la société depuis l'annonce de l'arrivée du pape dans l'île, ce terme a été fortement employé, que ce soit par les représentants politiques, mais aussi par les commentateurs, par les journalistes. Hein. Et donc on parle évidemment d'un honneur, pas seulement pour la Corse, mais aussi pour le peuple corse. Alors, derrière cette notion de peuple corse et derrière cette sacralisation de la Corse, il y a toute une dimension symbolique qui est perceptible et que je vais vous montrer notamment à travers une citation. Donc, une citation extraite du débat de 2013 relatif à la langue corse. Franca stu primo basso sarà l'omaggio più bello a tutti quelli donne uomini che inguantano a bandera d'un popolo in brama di firma è lo stesso, di parlare la lingua e crede in una bene di base, d'identità hydroa e di sviluppo. Je traduis pour nos invités. Franchir ce premier pas sera le plus bel hommage rendu à tous ceux, femmes et hommes, qui saisirent le drapeau d'un peuple, désireux de demeurer lui-même, de parler sa langue, de croire en un avenir de paix, d'identité retrouvée et de développement. On a beaucoup de choses dans cette citation. Mais on a notamment le lien entre le peuple et le drapeau à bandera. La bandera qui est un élément symbolique essentiel de la construction de la figure de la Corse. Alors pourquoi je parle de construction ? Parce que même s'il se base sur des éléments préexistants, l'imaginaire, il n'apparaît pas comme ça, hein, tel quel, il est le fruit d'une histoire et aussi de choix opérés dans cette histoire. Sur cette question des choix opéré dans la mémoire collective hein, et qui choisit de transmettre une certaine mémoire. Je citerai un auteur de référence en la matière, un sociologue, Maurice Holbrook, qui montre comment ces choix se font en choisissant plutôt ce qui va faire lien hein, et les similitudes dans nos références. Je cite « Le groupe, au moment où il envisage son passé, sent bien qu'il est resté le même et prend conscience de son identité à travers le temps. Le groupe, qui vit d'abord et surtout pour lui-même, vise à perpétuer les sentiments et les images qui forment la substance de sa pensée. » Donc, parmi ces images, les emblèmes occupent bien évidemment la place la plus éminente. Et c'est le cas d'Abandera, qui sera même qualifié par les élus de symbole le plus fort du peuple corse. Donc cette bandera, elle est citée à de nombreuses reprises dans les discours de l'Assemblée de Corse. Alors, à part cet emblème, il y a d'autres éléments, enfin cet emblème et les emblèmes en général, il y a d'autres éléments importants dans la démarche de construction mémorielle en Corse comme ailleurs. L'historien français spécialiste de cette question, Pierre Nora, lui a étudié la France et il montre comment les emblèmes ont joué un rôle essentiel dans ce qu'il appelle, et c'est intéressant pour nous, la religion républicaine. Voilà, donc on est bien dans quelque chose qui est de l'ordre du sacré. Alors lui, il liste un certain nombre d'éléments qui a servi à construire cette religion républicaine en France, notamment les emblèmes, les hymnes, les fêtes, les temples, 3 couleurs, Marseillaise, 14 juillet, Panthéon, je le cite. Donc on voit un certain nombre d'éléments symboliques. Dans le cas de la Corse, on va retrouver aussi certains types d'éléments qui y ressemblent. Donc un des autres symboles qu'on peut citer à cet égard, c'est la fête de la nation corse, le 8 décembre. Donc je ne vais pas développer sur le 8 décembre, mais un petit peu sur le 8 décembre à l'Assemblée de Corse. En 2011, une motion demandant que le 8 décembre soit reconnu comme la fête du peuple corse a été déposée par le groupe nationaliste Corsica Libera. Alors cette fête, le jour de l'Immaculée Conception, elle fait écho à la décision qui aurait été prise en 1735 en consulte et qui place la Corse sous la protection de la Vierge Marie. Donc on a une double dimension, à la fois l'imaginaire religieux, mais aussi l'imaginaire des révolutions de Corse. Alors je précise pour nos invités, les révolutions de Corse, elles se sont développées entre 1729 et 1769 contre la domination génoise.
Et dans l'imaginaire, ça renvoie beaucoup à la période d'indépendance de la Corse, de 1755 à 1769, et à une figure qui est celle du Ubabou Diabadre, et à le père de la patrie, Pasquale Baoli, qu'on reverra par la suite. Donc, le fait de demander la reconnaissance de cette fête, ça renvoie à cet ensemble d'éléments. Et lors de cette session, cette motion sera largement discutée et renvoyée pour chercher le consensus. Donc, il n'y avait pas consensus sur le choix de la date en particulier. Ce qui faisait débat, c'est les références à la nation corse. Évidemment, tout le monde ne considère pas dans le champ politique qu'il y a une nation corse. Et les références aussi à la Vierge Marie. Pourquoi ? Parce que ça ne cadrait pas avec la vision de la laïcité française. Et donc, certains élus se sont opposés au choix de cette date. Finalement, donc, elle sera reportée, elle sera adoptée, retenue comme fête de la Corse lors de la mandature suivante. Pour conclure sur la question des symboles, il y en aurait beaucoup, mais je n'ai pas le temps de tous les développer. Donc des symboles à la fois identitaires et religieux, on entre vraiment dans le religieux aussi là. Je vais mentionner quand même l'hymne de la Corse, le Dio vi salvi regina. Lui aussi renvoie à l'imaginaire de la Révolution de Corse, puisqu'également adopté en tant qu'hymne national en consulta en 1735. Alors cet hymne il va être notamment entonné spontanément par le public lors de l'investiture nationaliste le 17 décembre 2015, ce qui a suscité une vive émotion dans l'île, dans l'hémicycle, dans l'île et hors de l'île, beaucoup de commentaires. Alors évidemment, donc là on parle de l'investiture nationaliste, mais il serait caricatural de cantonner cet hymne et l'imaginaire des révolutions de Corse de manière générale au camp nationaliste. C'est beaucoup plus complexe que ça, la mémoire de cette période elle est beaucoup plus complexe que ça. Et dans le cadre de mes recherches, j'ai notamment entendu cet hymne dans un meeting de Jean-Paul de Roccaser, qui était une figure éminente des élus traditionnels de l'île. Et qui adhérait évidemment à la nation française, donc il y avait des drapeaux français en tribune, et en fond, il y avait l'hymne de la Corse. Donc, sur ces questions-là, il convient d'être prudent, et voilà, elles appartiennent à l'ensemble du peuple corse. Mais bon, quoi qu'il en soit, indépendamment des considérations idéologiques, ce qui est important, dans ce qui nous concerne, c'est que ces symboles participent à la personnification et à la sacralisation de l'île dont on parlait précédemment. Alors, je sors un petit peu du champ politique. Cette personnification et cette sacralisation, elles ne sont pas nouvelles. Elles se manifestent depuis très longtemps dans l'iconographie, où la Corse est souvent représentée sous des traits féminins. Et ça se remarque aussi dans le domaine culturel et musical. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient en parler dans cette salle. Parmi une quantité quasi infinie d'exemples en réalité, je citerai un titre tout à fait significatif des Tiamadialesi qui chanteront la messe demain. Ce titre s'appelle « A te la Corsica Regina », donc « À toi la Corse reine ». Alors dans ce chant, on s'adresse directement à la Corse qui est personnifiée, et cette figure tend vers le sacré, « A te la Corsica Regina », puisque la figure de la Corse se joint et se confond avec la figure de sa sainte patronne. Alors, pour conclure sur cet aspect-là de ces éléments identitaires et sacrés en même temps, j'ai remarqué la présence de cette symbolique, y compris dans les visuels du présent événement. On remarque bien la présence de la Vierge et la présence de la Corse associée à la symbolique religieuse. J'ai aussi remarqué, lors de l'annonce faite par vidéo par nos cardinaux insulaires, que le dit ou résonnait en fond de cette vidéo d'annonce de la venue du pape. Et donc, comme lors de la création du cardinal Busti, la Corse était symboliquement présente sur la place Saint-Pierre, d'où était filmée cette vidéo. Donc on voit bien ici comment la symbolique identitaire et religieuse est véritablement reliée, que ce soit dans la parole des représentants politiques, mais aussi dans d'autres espaces de la société insulaire. Ça me fait la transition avec les figures qui sont proprement religieuses, proprement de nature religieuse. Dans ce registre-là, la figure par excellence qu'on rencontre, c'est la figure de Dieu. On la rencontre beaucoup dans les débats de l'Assemblée de Corse, je vais y venir, quelle que soit la tendance politique. Mais avant d'en venir à la parole des élus, je précise que
cet aspect religieux est très important dans le corpus de proverbes et expressions corses, de par de très nombreuses expressions existantes et très employées encore aujourd'hui. Je vais vous citer quelques exemples. Une expression qui est véritablement employée tout le temps, c'est di vuole, donc qui se rapproche donc de la locution française s'il plaît à Dieu, si Dieu veut. Elle est d'ailleurs employée aussi en langue française encore, si Dieu veut. Mais encore, ce qui est différent par rapport à l'emploi ailleurs, c'est qu'elle est vraiment utilisée comme un leitmotiv et dans les situations les plus variées, des déclarations solennelles ou vraiment aux conversations courantes. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que la religion, elle va être, et les proverbes renvoyant à Dieu vont être insérés véritablement dans le quotidien et dans les discussions du quotidien. Alors, c'est également ce qu'on retrouve dans d'autres exemples, par exemple, à qui travaille à prega, qui travaille prie, donc sur la valeur sanctifiante du travail. Et une dernière citation que je vous cite parce qu'elle a été employée à l'Assemblée de Corse il y a un peu plus de temps, en l'an 2000. Donc il ne faut pas faire le signe de croix avant de voir le diable. Donc en gros, il ne faut pas pleurer avant d'être battu. Alors cet exemple que je vais vous citer, c'est le président du conseil exécutif de Corse de l'époque, Jean Badjogne, au moment d'un conflit syndical. Voici ce qu'il dit. « Bien entendu, loin de moi l'idée que l'on pourrait se désintéresser des inquiétudes des personnels. Je suis solidaire de ces inquiétudes et si j'ai rencontré les personnels, leurs syndicats, c'est parce que je comprends leurs attentes, je comprends leurs interrogations. Mais comme on dit en Corse, un ciole mica fa usagno di groge, primo di rede uiaole. » Alors, ça me fait la transition avec la période plus récente. Je signale quand même qu'il y a aussi beaucoup de présence des saints dans ce corpus de proverbes et de locutions. Alors, je vous ai préparé un petit panel d'expressions employées à l'Assemblée de Corse, toutes tendances politiques confondues. Alors, je ne sais pas si on voit bien. C'est un peu flou, hein ? Alors, ce qu'à Dieu ne plaise, si Dieu nous prête vie, Dieu nous en préserve. Je dis, ils sont employés en Corse ou en français, puisqu'on emploie les deux à l'Assemblée de Corse. Grâce à Dieu, Dio a benediga. Alors, ce que je voudrais remarquer, par exemple, c'est ce qu'à Dieu ne plaise. Alors, formellement, c'est l'inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est di vuole. Mais en fait, ça revient au même, c'est-à-dire se soumettre à Dieu en espérant qu'il nous soit favorable. Et d'ailleurs, ça se rapproche d'autres expressions qui sont affichées ici. Dieu m'en garde, Dieu nous en préserve. C'est toujours à peu près la même idée. Donc, ces expressions, je les ai trouvées dans l'ensemble de la classe politique insulaire. Et notamment, ce qui est intéressant, chez des membres du même groupe politique que ceux qui étaient hostiles au 8 décembre pour la fête de la nation. Donc, comme quoi, il n'est pas facile d'être anti-religieux en Corse. Et les membres des groupes ont aussi leur vision propre. Mais bon, c'est intéressant de le remarquer. Il y a aussi un certain nombre d'expressions de ce corpus qui sont employées par des élus communistes, en particulier le président communiste de l'époque, Dominique Boucchigne, dont les discours sont par ailleurs souvent très riches et dont on sait sa proximité avec la religion. Alors ça pourrait être surprenant de la part d'un élu communiste, puisque la religion est considérée comme l'opium du peuple, mais ce type de phénomène n'existe pas qu'en Corse, notamment en Italie, on le retrouve également. En dehors des références à Dieu, il y a d'autres références religieuses, comme celle la plus grande, qui est là aussi issue du débat sur la langue corse que j'ai déjà cité. A diversità linguistica e avere ricchezza di l'umanità, l'utta per il bislinguismo in Corsica sarà nostra pedra per la costruzione di sta nuova torre di Babel. Donc je traduis, la diversité linguistique est la vraie richesse de l'humanité. Lutter pour le bilinguisme en Corse sera notre pierre pour la construction de cette nouvelle tour de Babel. Là encore, on voit que les références religieuses, elles sont utilisées pour des domaines variés qui sont tout à fait différents, qui n'ont rien à voir avec la religion, même si la tour de Babel est choisie à bon escient en l'occurrence. Alors, s'il faut
pas surinterpréter l'usage de ces locutions, parce qu'elles peuvent avoir aussi un caractère un peu mécanique. Ce qui est intéressant, et ce qui est sans doute une des spécificités de l'île, c'est la récurrence de ces références et leur emploi encore de nos jours de façon très importante. Et à cet égard, j'ai entendu il y a quelques jours sur les plateaux de Viasté une élue actuelle qui, lors de l'interview, a employé 2 fois des expressions religieuses dans la même interview. Donc c'est quand même assez intéressant et ça prouve que c'est encore très vivant aujourd'hui. C'est intéressant aussi de voir ces expressions employées par des élus assez éloignés, en théorie, de la religion, comme je viens de le citer, ce qui montre la complexité des relations, des représentations en présence, où des imaginaires antagonistes coexistent. Le langage, Jean-Charles Adam y en a beaucoup parlé, c'est l'expression vivante de l'imaginaire individuel, mais aussi collectif. Et cette constatation de l'emploi de ces expressions est sans doute significative en ce sens. D'autant que ce n'est pas le cas partout, même en Méditerranée, notamment en Provence, qu'on sait pourtant avoir une forte religiosité populaire. On a parlé tout à l'heure des crèches. À titre de comparaison, l'historien donc, Michel Vauvel parle à propos du corpus provençal d'absence quasi totale de métaphysique et de discours religieux. Donc, c'est aussi une des spécificités de l'île. Alors, pour conclure sur cette question, une anecdote, la présence du religieux, qu'on retrouve jusqu'aux bandits corses du 19e et 20e siècle, dans leurs expressions aussi. Et je vous citerai une lettre inédite du bandit Felicio, originaire du Fiumorbo, qui écrit une lettre à une pharmacie de Bastia pour demander des médicaments. Donc, il est en cavale et donc il demande des médicaments. Et voilà comment il conclut sa lettre. « Puisse Dieu faire le bien à qui me fait le bien, et tous les embêtements à ceux qui m'embêtent. » Sous-entendu, donne-moi mes médicaments. Alors, c'est pas très chrétien, hein, mais c'est le cas aussi du corpus de Diasté, mais encore, c'est très important aussi de Juron. Hein. Et quoi qu'il en soit, ça montre l'importance des figures religieuses dans ce corpus. De ce point de vue, on peut sans doute considérer que la religion constitue un élément de l'imaginaire identitaire de la Corse et de ses représentants politiques. C'est aussi ce que montre la présence, Anduline en a parlé, quasi systématique des femmes et hommes politiques lors des diverses fêtes religieuses. On a parlé beaucoup de la Madonnoucha depuis l'annonce de l'arrivée du pape dans l'île, puisque la Madonnoucha est à Ajaccio. Moi, je vous montrerai Bastia, affiche d'Isanta Marie, où on voit les élus des différentes tendances politiques qui sont représentés devant et dans l'église, c'est il y a quelques années. Alors, cette présence est une indication de représentation partagée entre les élus et la société corse, puisqu'ils sont attendus à ces occasions. Ces représentations, elles ont aussi trouvé à s'exprimer de façon peut-être encore plus évidente dans un événement qui a eu lieu à l'extérieur de l'île. Le 30 septembre 2023, vous savez de quoi je parle, François Boustillot, l'évêque de Corse, a été créé cardinal. À cette occasion, les élus et représentants politiques de toutes les tendances politiques insulaires avaient fait le déplacement à Rome. Et d'ailleurs, plusieurs, voire beaucoup, par tendance politique, au milieu donc d'une forte délégation de plus de 800 personnes. Et une immense ferveur a été exprimée à cette occasion, ce qui montre la relation singulière encore aujourd'hui entretenue par la Corse et ses représentants avec la religion catholique. Puisqu'on en a parlé, je vous montre une image de Bandera, il y en avait beaucoup, sur la place Saint-Pierre à Rome à cette occasion. Alors, concernant les visites de responsables politiques au Vatican, je signale également qu'en 2017, le président de l'Assemblée de Corse est allé à Rome au titre de ses fonctions, a rencontré le pape et a reçu l'imposition des mains. Ce qui nous intéresse, c'est que c'est au titre de ses fonctions. Alors, pour conclure sur cet aspect des choses, la relation entre l'Église et les représentants politiques, certains représentants politiques élus ont aussi des fonctions au sein du diocèse de Corse. Je pense en particulier à Madame la directrice des pèlerinages, qui est aussi maire. Et pour conclure sur cet aspect des choses, Angeline en a aussi parlé, mais beaucoup de militants, de représentants et de représentantes politiques sont aussi membres des confréries.
Alors, je le disais précédemment, il y a un lien étroit entre le champ politique et l'ensemble de la société corse. Et à cet égard, il me semble opportun de faire une petite incursion en dehors du champ politique pour observer comment les figures historiques, symboliques et religieuses sont exaltées au service de l'appartenance à la Corse. Un secteur particulièrement intéressant de ce point de vue, celui de la création et de l'artisanat en matière de mode. Alors, on va observer, à titre d'exemple, un festival qui commence à être connu en Corse, le festival Creazione, qui a lieu chaque année à Bastia. Dans son édition 2016, que j'ai particulièrement étudiée dans mon travail de thèse, il y avait la présence marquante de figures historiques. Mais ce qui nous intéresse, c'est que ces figures historiques, elles étaient largement associées à des références religieuses. Sur 46 créateurs corses, 16 d'entre eux affichaient des modèles faisant appel à cette symbolique, soit plus d'un tiers des exposants. C'est ainsi que les héros de l'histoire de la Corse, Napoléon Bonaparte et Pascal Paoli, dont on a précédemment parlé, côtoyaient la Vierge Marie. Je précise d'ailleurs que l'édition 2019 de ce même festival a pris pour terme principal Pascal Paoli et Napoléon Bonaparte. Et là aussi, les créateurs devaient imaginer une création exprès sur ce thème. Et il y a eu des créations aussi liant imaginaire historique et religion. Je reviens au festival en 2016. La mode du sacré passait également par l'exposition d'objets à connotation religieuse, mais aussi mystique. On a vu comment les deux sont mêlés dans la religiosité populaire. C'était le cas notamment de la vente de bijoux en corail ou la vente de sachets de sel béni. Je cite le programme parce que c'est très intéressant. Cette vente était soigneusement mise en scène. Cet aspect religieux de l'île sera mis en avant avec la participation d'un abbé pour la bénédiction du sel pour la confection de pochettes de coton contenant du gros sel béni. Elle sera associée à cette collection de vêtements. Voilà. Donc, sur ce thème-là, on assiste véritablement à partir de la décennie 2010 à un investissement du secteur de la mode, des imaginaires religieux et politiques qui sont entremêlés. Et les figures politiques se trouvent, par cet acte-là, aussi sacralisées. Ça s'est largement poursuivi et développé jusqu'à aujourd'hui. 2 exemples récents. Alors là, on voit des bracelets et un collier en vente par la boutique L'Or. Bon, on ne voit pas bien, c'est un peu flou, mais il y a à la fois des symboles religieux, la croix, le Sacré-Cœur, et on voit aussi des symboles plus mystiques. Et à côté, on voit, donc ça c'est la marque Azignador, là aussi, ce qui renvoie à l'imaginaire mystique de l'île. On voit la Vierge et les paroles, là on ne les voit pas, mais c'est des paroles du Dio Visalvi Regina. Donc on voit que ça mêle vraiment religieux, symbolique religieuse et symbolique identitaire. Alors les principales figures qu'on voit apparaître de façon récurrente, là les figures proprement religieuses, c'est la Vierge qu'on voit vraiment, en Corse, qui est vraiment essentielle. La croix, Dieu, qui est l'inscription, Dieu ou dit, les saints et le Sacré-Cœur. Alors, ce qui est très intéressant à observer ici, c'est que la démarche, elle émane pas du champ politique et institutionnel, mais d'un secteur qui a besoin, pour que ça marche, a besoin que ça parle aux consommateurs. Et donc, pourquoi ça parlerait plus aux consommateurs corses qu'ailleurs ? Parce qu'il existe bien, on l'a vu tout au long de cette journée, une foi chrétienne et une religiosité populaire qui trouve à s'exprimer dans tous les actes du quotidien. À cet égard, je ne résiste pas à vous montrer l'image d'une voiture de prêt dont j'ai pu bénéficier il y a quelques jours quand ma voiture était au garage et sur laquelle vous remarquez la présence d'accrochettes accrochées au rétroviseur intérieur. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une voiture individuelle, mais c'est une voiture de prêt. Et donc elle peut être prêtée à n'importe qui, mais ça choque personne. Donc ça témoigne de l'existence au sein de la société corse de ce type de représentation. Pour en revenir au secteur de la création, on peut aussi penser que ce type de création s'inscrit dans le cadre de la société de consommation actuelle, évidemment. C'est le cas parfois, ça peut être le cas parfois. Mais de manière générale, je dirais qu'il s'agit plus de manifestations de la foi, et peut-être même de la religiosité populaire à travers le corps, puisque c'est fait aussi pour être porté et pour avoir une visibilité. Je pense que c'est plus une mise en image de la foi que d'une intention marketing.
Et pour avoir rencontré nombre de ces créateurs et créatrices, c'est ce que j'ai pu constater. Et d'ailleurs, après l'appel aux dons du diocèse pour la venue du pape, certains créateurs ont créé spécialement des articles pour l'occasion, vendus pour pouvoir participer à cet appel aux dons. Alors, j'en reviens au champ politique. Ce qui est important de notre point de vue, c'est qu'on voit bien l'interrelation entre ce que j'ai dit précédemment sur le champ politique et sur ce champ-là, c'est le secteur de la mode. C'est confirmé par l'appropriation de ces objets de mode, vêtements ou accessoires, par les élus, en général par les élus féminines, et y compris qui les portent au sein de l'hémicycle. Je vous montre donc une image de la conseillère exécutive nationaliste Josefa Giacometti qui, en 2018, portait un t-shirt avec marqué et dit « Dans l'hémicycle », c'est une photo de l'hémicycle. Alors, je l'ai déjà dit, cette présence du religieux dans la société corse, elle n'est pas nouvelle, elle s'exprime dans beaucoup de secteurs, c'est le cas notamment dans le sport. Je ne vais pas développer, mais sur ces questions-là, sur ce caractère historique et sur cette symbolique ailleurs que dans les domaines que j'ai cités, il y a d'autres travaux qui existent. Je citerai notamment ceux de Sébastien Queneau ou ceux de Pierre-François Marcagne, qui fait une thèse actuellement sur ce sujet. Il y en a d'autres, hein. Et ces thèmes ont été développés lors d'un récent colloque à l'Université de Corse, qui avait pour thème religion et laïcité, où était présent notre cardinal. Et je le cite parce que les actes vont être mis en ligne gratuitement, hein, à la fin du mois. Et donc, si ça vous intéresse, puisque c'est tout à fait en lien avec ces travaux, vous pourrez retrouver un certain nombre de travaux qui ont eu lieu durant ces 2 jours et qui traitent des religions et de la laïcité un peu partout dans le monde, et notamment en Corse. Alors, j'en arrive à la fin de cette intervention. Je l'ai dit aux prémices de cette étude, le rapport au sacré des représentants de la Corse, mais aussi, on l'a vu, de la société civile, s'affirme à la fois à travers la sacralisation de l'île et de ses symboles, à la fois identitaires, historiques et politiques, et aussi avec la présence du sacré dans sa forme première, à savoir religieuse. On peut même parler d'un certain syncrétisme entre ces 2 tendances, tant on l'a vu, hein, la religion catholique, elle est indissociablement liée aux symboles identitaires et aux pratiques politiques également. Pour autant, il ne s'agit pas, pour les représentants politiques, de revendiquer une quelconque appartenance religieuse, mais simplement de vivre une laïcité spécifique, celle d'une culture, d'une manière d'être au monde singulière. Cette singularité, on l'a vu, elle s'inscrit aussi dans un cadre plus large. Il y a des proximités avec tout ce qui a été dit aujourd'hui sur la Méditerranée. Hein. Il y a des singularités et des points communs. Et ce que je voudrais souligner, c'est l'importance de ces singularités, de toutes ces singularités méditerranéennes pour l'Église et pour la société également, hein, puisque ces singularités, elles permettent de construire l'universel. Alors on emploie beaucoup le terme périphérie en ce moment pour dire effectivement que le pape visite les périphéries, mais c'est des périphéries qui le sont devenues au fil des évolutions géopolitiques et économiques. La Méditerranée et ses îles, elles ont eu un rôle central dans l'histoire de l'humanité, ça a même été un berceau de la civilisation. Et je pense que tout ce qu'on a entendu aujourd'hui montre comment elles peuvent encore aujourd'hui prendre leur part de responsabilité sociétale. C'est peut-être le cas de la laïcité corse, qui peut être une piste pour aller vers des sociétés plus apaisées. Ça doit sans doute être aussi le cas face aux défis qui se présentent à nous, le défi environnemental dont a parlé Jean-Charles Adam, le défi économique, les défis nombreux moraux. Et je conclurai sur l'importance de ces singularités par quelques mots du Saint-Père lors de la seconde rencontre mondiale des mouvements populaires en 2015 en Bolivie. Aux dirigeants, je vous demande, soyez créatifs et ne perdez jamais l'enracinement dans ce qui est proche. Si vous construisez sur des bases solides, sur les besoins réels et sur l'expérience vivante de vos frères, sûrement, vous n'allez pas vous tromper. Je vous remercie.